Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit Victoire Toyon. Alors Victoire, vous la connaissez forcément pour Les couilles sur la table, son podcast avec lequel elle a tout cassé de 2017 à 2024. Un podcast qui venait questionner la masculinité à travers des entretiens fins et toujours passionnants et qui a rapidement conquis le public. Si on en croit Le Monde, au plus fort de son succès, Les couilles sur la table, c'était tout simplement 500 000 auditeurs et auditrices par mois. Un succès qui s'est confirmé lors de la parution du livre décliné du podcast, un livre qui s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires et qu'à une époque on trouvait chez tous les millennials de gauche aussi sûrement que de la bière IPA dans leur frigo, des chapeaux ridicules et un fixie accroché dans leur couloir. En parallèle, Victoire a sorti une deuxième série, Le cœur sur la table, dédiée aux rapports amoureux en essayant de les penser hors des modèles dominants de l'hétéro-patriarcat. À nouveau, c'est un carton et à eux seuls, les deux podcasts cumulent plus de 30 millions d'écoutes. Et pourtant, tout ça n'a bien failli jamais arriver. C'est que si aujourd'hui Victoire est une référence du journalisme indépendant et engagé, il y a quelques années, juste après avoir fini son master de journalisme à Sciences Po et après avoir travaillé pour France 2, elle était à deux doigts de suivre un chemin totalement différent puisqu'elle était partie élever des chèvres en Andalousie dans une ferme communautaire. Ce qui amène ma première question, Victoire, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi t'as bien failli arrêter le journalisme ? Ouais, merci pour cette présentation. J'ai failli arrêter parce que j'étais apprentie à France 2 au journal télévisé et donc j'étais petite main pour France 2 en fait pour ces reportages. Donc je passais mon temps à faire des micro-trottoirs et des bouts d'interviews et tout ça et pourquoi pas. Mais j'étais un peu dégoûtée en fait de la façon dont l'actualité était fabriquée. Parce que c'était une vision en fait très bourgeoise et blanche et machiste en fait des sujets et donc et très néolibérale et très voilà, donc ça me dérangeait beaucoup et donc je trouvais pas ma place là-dedans et je me posais beaucoup de questions sur à quoi je peux servir dans ce monde, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que voilà. Et en tout cas il y avait une idée fixe qui était que je savais pas, j'avais pas assez travaillé avec mes mains, donc j'avais très envie de faire des choses concrètes en fait, d'aller voilà travailler la terre, m'occuper des animaux, faire à manger, tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait en partant dans cette communauté autogérée. Et puis ça m'intéressait aussi beaucoup l'autogestion. En fait, toutes les communautés, tous les gens qui vivent ensemble de façon non hiérarchique si possible, ça me passionne en fait. C'est pour ça que j'ai voulu faire des études de sciences politiques parce que par amour de la démocratie, voilà. Et c'est ça la démocratie, c'est vivre ensemble sans que personne ne domine les autres. Donc ça m'intéressait de voir comment on pouvait le faire dans un petit endroit, quoi. Voilà. J'imagine qu'au moment où tu vas à Sciences Po, ou en tout cas au moment où tu prépares le concours, tu peux pas anticiper que tu vas devenir une des podcasteuses les plus célèbres de France, surtout qu'à l'époque, on est en 2007, le podcast, personne sait ce que c'est. Toi, au moment où t'es la lycéenne qui prépare son bac pour essayer d'avoir mention pour pouvoir rentrer à Sciences Po, qu'est-ce que tu te vois faire ? Qu'est-ce que t'essayes c'est quoi la carrière à laquelle t'aspires ? En fait, je pense pas tellement à une carrière. Moi, je suis surtout paniquée, en fait, quand j'ai 15 ans, enfin, assez jeune, en fait, je suis assez paniquée par l'état du monde, quoi. En gros, par l'extrême pauvreté, les enfants qui meurent de faim, la catastrophe climatique. En fait, moi, j'ai 10 ans quand il y a la catastrophe de l'Erika. Je sais pas si ça vous dit quelque chose dans le chat, mais vraiment, cette image des oiseaux qui sont enveloppés dans du mazout et tout, enfin, c'est un cauchemar. En fait, pour moi, c'est... Voilà, donc en fait, je ne sais pas bien ce que je veux faire, mais je me dis, il faut que Enfin, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe dans le monde, ça m'intéresse. Voilà, moi, je lis les journaux depuis que je suis ado, petite même. Avant, j'avais un petit journal qui s'appelait Le Petit Quotidien, on était abonnés à ça. Voilà, et dans ma famille, il y a beaucoup de discussions politiques. Ma grande sœur, c'est ma demi-sœur, mais elle est avocate, elle s'appelle Élodie Tuaillon-Ibon, elle est spécialiste... de la défense des victimes, mais surtout des personnes qui sont des militants politiques, elle est très attachée aux libertés publiques et tout ça. Donc c'était vraiment un truc présent dans ma famille, même si tout le monde n'avait pas la même opinion politique. Il y a aussi des gens de droite, hein, mon père était très à droite. Mais bref, donc en gros, je suis paniquée, je me dis moi j'ai envie d'être utile, de comprendre le monde en fait, c'est surtout ça. Et donc j'ai pas de métier précis en tête, mais je me dis je vais faire de la politique. Et en même temps, les partis, ça me saoule, les réunions, ça me saoule. Voilà, où je vais. En tout cas, Sciences Po pour moi, c'était l'endroit où je pouvais continuer à étudier tout ce qui m'intéressait et où je pouvais décider plus tard, quoi. Mais en fait, assez vite, je me suis dit ouais, journaliste, c'est génial parce que je peux continuer à m'intéresser à tout. Voilà.
Ouais, d'accord. Mais tu vas être quand même assez déçu au final, parce que tu l'as dit, quand tu arrives à Sciences Po, c'est vraiment le désenchantement total. Toi, tu t'étais Ouais, imaginé une institution incroyable et tout, et ouais. finalement, tu tombes des nues. Oui, oui, enfin, bah, c'est-à-dire, c'est plus exactement je crois que maintenant, les gens sont beaucoup plus à gauche, hein, le corps étudiant, mais moi, quand j'arrive en 2007, c'est vraiment, il y a vraiment énormément de ventre mou, quoi, de gens en fait, que ça n'intéresse pas la politique, ou plutôt à qui la politique politicienne parle beaucoup, genre, ils lisent le Canard enchaîné, ils adorent les petites intrigues de machine à café et tout ça, mais moi, je m'en fous complètement. Et donc, bah, je suis étonnée qu'il y ait pas plus de gens révoltés qui veulent changer les choses et tout, quoi. Je trouve les gens très soumis, en fait. Et par ailleurs, il y a un autre truc qui est que bah ça devient difficile en fait le niveau des études. Enfin, je sais pas trop comment étudier. Il y a énormément de trucs qui m'intéressent. Je passe beaucoup de temps dans des organisations politiques. Bon, voilà. Mais bon, je regrette pas. Je pense que j'aurais pu apprendre beaucoup plus de choses. Et aussi, j'ai quand même rencontré mes meilleurs amis là-bas, qui sont toujours des gens super engagés et qui font des trucs. Donc bon, voilà. Comment ça se fait que tu es déjà quelqu'un de politisé à l'époque et qui a déjà ce militantisme chevillé au corps, sachant que, comme tu disais, ton père est plutôt de droite, je crois que tu as été même dans un pensionnat catholique quand tu étais enfant, tu as l'air d'avoir plutôt été du côté de ton éducation dans le conservatisme. Comment ça se fait que Ouais. toi, quand tu arrives au lycée, tu deviens la gauchiste qu'on connaît? En fait, c'est plus compliqué que ça parce que oui, mon père était très à droite, mais je vivais pas avec lui. J'ai vécu un an avec lui, je le voyais de temps en temps. Enfin, et puis je sais pas, il avait aussi un fond anarchiste en fait, donc voilà. Et en fait, moi, ce qui me radicalise pas mal à gauche, c'est bah, les romans et la musique. Donc moi, je fais partie des voilà, en général, il y a deux tendances quoi quand t'es de ma génération. Donc j'ai 35 ans. En gros, il y a soit t'écoutes beaucoup de rap, soit t'écoutes des trucs de baba cool quoi, des trucs de je sais pas genre trio et Miss des du Emilia. coup ouais, tu vois mais en fait, je sais pas, ça existe plus trop. Enfin, maintenant on rigole et tout, mais en vrai ça enfin il y a toujours cette scène-là musicale qui existe, mais en tout cas moi c'était la musique, le cinéma, les documentaires, la lecture de l'actualité, les romans, enfin en fait pour moi si t'es vraiment passionné par tout ça, tu peux pas être de droite. Enfin, c'est difficile quand même quoi parce que C'était quoi donc tes bon, ça refs? c'est Les trucs qui t'ont vraiment, tu vois, gauchisé, même si c'est un peu honteux, vas-y, c'est encore mieux si c'est non non, honteux. franchement pour moi par exemple Trio. C'était vraiment un truc. Moi, j'avais 12 ans en fait quand ça sort le premier album de Trio. Il parle de voilà de mener une vie différente, qui est pas tout sur le profit. Enfin, c'est aussi la fin de l'altermondialisme en fait dans Mhm. mon début d'adolescence. Et moi, ça me parle à fond quoi. Aussi pour une raison qui est bon. Ma mère, elle a pas vraiment d'opinion politique, mais elle est quand même plutôt à gauche et elle est guide de voyage. C'est pour ça que je suis en pension en fait parce que mes parents peuvent pas s'occuper de moi et de mon frère, donc vu que ma mère elle est guide de voyage et que mes parents sont séparés, donc ils nous mettent en pension. Bon, déjà je pense que la pension, moi ça aussi petite, ça me donne un sens du collectif en fait. C'est-à-dire, je suis pas attachée à la famille nucléaire et tout parce que chez moi ça marche pas vraiment comme ça. Enfin, les gens qui s'occupent de moi, c'est pas mes parents, c'est des bonnes sœurs religieuses. Et je suis en contact dans ma classe. On est de plein de pays différents. Il y a plein de gens qui viennent d'Afrique, enfin c'est encore un autre mélange quoi. Même si on est enfant, on parle pas vraiment de politique, mais quand même on parle de racisme, on parle de ce que font nos parents, on parle de tout ça, voilà. Et ensuite ma mère qui est guide de voyage m'emmène faire un voyage de un mois, sac au dos en Équateur quand j'ai 7 ans. Et donc bah du coup je me pose, enfin c'est évident quand tu vas dans un pays comme ça, déjà il y a des enfants qui veulent me cirer les chaussures, ils ont mon âge. Ensuite, on va visiter les îles Galapagos, c'est magnifique, mais on m'explique qu'en fait tout est en train de s'effondrer, de disparaître parce que le réchauffement climatique et tout. Enfin bon, voilà, moi je Mhm. suis c'est ces expériences de vie là aussi. Et mes rêves, bah je sais pas, j'écoutais plein de trucs genre la Ruda Salska. Qu'est-ce que j'écoutais je sais pas, les Fils de Tepu. Enfin tous ces trucs de, tu J'ai sais, pas dans la les gros ref. festivals avec tout le monde a des dreadlocks et tout ça. Voilà. Bon, on peut se moquer, mais en fait moi ça m'a éduquée. Et après dans les romans. Bah, je sais pas, je lisais tout le temps, donc il y a énormément de trucs, tu vois, je sais pas, les mémoires de Simone de Beauvoir et même, je sais pas, les Royaumes du Nord et la petite maison à la prairie, même, ça m'a radicalisé, tu vois. Ah ouais? Mais oui, parce qu'on dit toujours, on se moque de la petite maison à la prairie, mais en fait, c'est des mémoires une vraie femme, enfin, c'est ses mémoires, quoi, Laura Ingalls Wilder.
Et quand tu la suis, tu comprends qu'est-ce que c'est le patriarcat. Tu vois aussi ce que les colons font aux Indiens d'Amérique, tout ça. Donc voilà. Donc j'imagine que tout ça, ça faisait que j'étais plutôt à gauche. Et après, j'avais un entourage. Ma sœur était très à gauche et donc j'allais tout le temps dans les manifs. Et ensuite, quand j'avais 15 ans, il y a eu le mouvement du CPE. Donc c'est le mouvement contre le contrat première embauche. Là, j'étais au lycée. Et là, j'ai trop foutu le bordel au lycée, quoi. Ah, j'ai fait les mêmes manifs, c'est un peu pas exactement le même parcours, mais ouais, il y a des pointeurs que je reconnais. Hein. Ah ouais, mais pour moi, c'était plus genre, si tu lis le journal, que t'es au courant de l'actualité, tu peux pas être de droite, en fait. Tu peux pas être indifférent et tu peux pas être de droite, voilà. Mhm. Mm. Non, mais je trouve que ça se tient toujours aujourd'hui. C'est comme quand on dit il y a pas d'intellectuel de droite, c'est au bout d'un moment, enfin quand tu regardes la science, la recherche, que tu t'intéresses à tout ça, Ouais. j'ai l'impression que c'est pas possible. Et du coup, donc finalement, après Sciences Po, après quelques temps à la télé, justement, ce gauchisme va s'exprimer enfin parfaitement et complètement, puisque tu vas lancer ton podcast, donc Les couilles sur la table, une série d'entretiens qui partent d'un postulat tout simple, on ne naît pas homme, on le devient, et où tu essaies de démonter une interview après l'autre les mécaniques du patriarcat. On est avant MeToo, à une époque où ce genre de discours, on les entend finalement très peu. Donc j'aimerais bien savoir d'où l'idée des couilles sur la table t'est venue, surtout que j'ai lu que tu avais eu en fait l'idée du podcast 8 ou 9 ans avant sa sortie. Du coup, c'est quoi l'origine story des couilles sur la table? Déjà, je lisais beaucoup de livres féministes assez tôt, hein, enfin toujours pareil au lycée, à la fac. Quand je suis allée aux États-Unis, il y avait des gender studies, même si moi j'en ai pas directement étudié, mais en gros il y avait des fanzines qui traînaient dans le campus où j'étais. Enfin bon, il y avait ça. Il y avait ma sœur qui était toujours, qui est féministe depuis Juste toujours. pour préciser, t'es aux États-Unis en troisième année de Sciences Po, c'est Ouais, ça, pendant 1 an. ouais, c'est ça. Bah oui, voilà, c'est pour ça que je vais pas cracher sur les études que j'ai faites. Si tu veux des études qui te permettent d'aller étudier 1 an, enfin j'ai fait un Hmm. emprunt pour le faire, mais quand même 1 an dans une super fac et tout. Bon. Donc ça c'est un truc. Après je dois dire que je pense que c'est aussi des raisons très personnelles en fait. Moi j'ai été victime de d'agressions sexuelles quand j'avais 5 ans. J'en ai jamais parlé en public jusqu'à maintenant parce que, enfin là je commence un peu à le dire et tout, mais parce que je voulais pas qu'on me voie, enfin je voulais pas qu'on me dise ah bah voilà espèce de folle hystérique c'est parce que t'as été agressée et tout, mais en fait évidemment qu'en fait en étant agressée si jeune j'ai eu l'occasion de me poser en fait très tôt la question de pourquoi en fait qu'est-ce qui fait que ça semble naturel à tant d'hommes d'aller mettre leur pénis dans le corps d'enfants ou d'adolescentes ou de femmes qui n'en ont pas envie ou d'hommes d'ailleurs parce qu'il y a aussi des hommes qui sont violés. Donc pourquoi? Déjà donc c'est vraiment une interrogation très enfantine quoi mais quelle est la raison? Et qui est couplée en fait chez moi à une grande affection pour beaucoup de garçons autour de moi, de d'amis, de mon frère, mes cousins et tout ça. Et donc en fait d'être viscéralement hétérosexuelle aussi, genre les histoires de séduction et moi je suis vraiment une grande amoureuse donc en fait euh, voilà, j'adorais avoir des crushs, j'adorais la sexualité aussi. En fait, c'était un truc qui était pas tabou chez moi, donc j'ai eu des expériences assez jeunes et c'était très joyeux. Il y avait pas le côté slut shaming et tout ça. Pour moi, c'était beau en fait. La sexualité, ça pouvait aussi en fait être quelque chose de très beau, qui me construisait, qui était super important pour moi. Et donc, en gros, l'idée, elle vient de cette tension en fait entre euh, connaître intimement beaucoup d'hommes et voir que le patriarcat est très mauvais pour eux aussi en fait, qu'en fait je sais pas, les seules conversations deep qu'ils ont c'est avec moi ou avec enfin en gros avec des meufs avec qui ils couchent ou leurs copines et à peine en fait, et encore de voir les injonctions auxquelles ils sont soumis, de voir à quel point ça les ampute en fait, ça les mutile en réalité. Ce patriarcat pour les garçons c'est pas très intéressant en fait, hein. C'est quand même des vies très amoindrie. Euh, et en même temps, ma révolte contre la violence masculine et contre la violence en général, en réalité. Parce que je reliais la domination masculine, mais la domination bourgeoise, la domination des pays du Nord sur les pays du Sud, la domination hétéro, enfin tout ça, en fait. C'était lié, je pouvais pas encore l'expliquer, mais c'était une révolte très corporelle et viscérale, en fait, chez moi. Voilà, donc du coup le féminisme ça m'intéressait beaucoup, les hommes ça m'intéressait beaucoup, donc en fait je me disais toutes ces questions qui m'intéressent, j'essayais de trouver des réponses et donc je trouvais des trucs de masculinity studies et tout ça en ligne, et je trouvais aussi que en fait on parlait pas de l'éléphant au milieu de la pièce, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée quand j'étais à l'école de journalisme, en fait je leur ai proposé de faire un documentaire sur la masculinité,
sur les hommes, voilà, et ils m'ont dit non, c'est pas intéressant. Et moi, enfin, ça me passionnait en fait, juste en tant que jeune femme. Moi, j'avais besoin de concepts, j'avais besoin qu'on me décrive qu'est-ce que c'est cette expérience que je constate, et voilà. Et donc c'était pour ça. Et donc en fait, j'ai cru que pendant des années, j'ai cru que quelqu'un allait lancer cette émission, parce que je me disais ouais, peut-être c'est mieux si c'est un mec qui le lance et tout. Et en fait, mais c'était dans ma liste, quoi. Et à un moment, quand j'avais 27 ans, j'étais en... Comme ça, vous savez toute l'histoire. Quand j'avais 27 ans, j'avais un job qui m'intéressait plus du tout. Je m'ennuyais, j'étais dans un couple qui m'allait pas. Enfin, vraiment, j'étais là, mais enfin, j'aime pas du tout ma vie. Et donc, j'ai dit, vas-y, j'arrête tout ça et pendant un an, je fais que les trucs qui me tiennent vraiment à cœur. Et dans les trucs qui me tenaient vraiment à cœur, il y avait faire une émission sur les hommes et la masculinité. Voilà. Et juste après que t'aies bossé à la grande librairie, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, je faisais des fiches, c'était pas mal, mais je sais pas, je me disais, bah non, mais c'est pas ça ma vie, voilà. J'ai besoin de poser des questions, j'ai besoin de faire mes trucs, j'ai besoin de prendre la parole, je vais pas passer ma vie à faire des fiches. Ce que je trouve trop intéressant dans ce que tu dis et très, très fort aussi, c'est en fait, on parle de la domination. C'est quand même un sujet qui est traité, mais on parle très peu du dominant, en fait. On a, quand tu regardes dans la recherche, la place qui est donnée à l'étude du côté des dominés, elle est complètement disproportionnée comparée au nombre de recherches qui peut être fait sur les dominants. Quand moi, j'ai bossé, par exemple, sur l'extrême droite ou sur les masculinistes ou les suprémacistes blancs, ces mouvements-là, c'était impressionnant de voir qu'on était 3 pélos et qu'en face, il y avait la queue pour avoir une bourse pour aller travailler sur, je sais pas, les jeunes des quartiers populaires, etc. et tout. Presque il y avait des queues d'anthropologues pour parler de ces sujets. Et justement, je me disais, mais comment toi t'analyses ça, cette espèce de disparité, tu vois, dans le travail? C'est-à-dire qu'on parle de la domination, mais jamais de celui qui domine. C'est quand même un mystère. Bah parce que il y a plein de raisons à ça, mais parce qu'en fait, la domination, c'est aussi le pouvoir imposer son récit et son point de vue. Et donc le propre de la domination, c'est de ne pas apparaître comme une domination. C'est apparaître comme la normalité, en fait, comme étant la neutralité, comme étant ce qui va de soi. C'est ce qui fait que beaucoup de gens avaient du mal à comprendre qu'est-ce qu'on voulait interroger avec cette histoire de masculinité. En fait, puisque c'était la référence, puisque c'était... Enfin, ouais, voilà, puisque c'était le centre à partir duquel tout le monde réfléchit. Donc en fait, quand t'es dans le centre, tu réfléchis à ce qui est différent. Donc pour beaucoup, ce qui est différent, bah, c'est les femmes, c'est voilà les particularités féminines, c'est ceux qui sont pas blancs, c'est ceux qui sont bon, parce qu'ils parlent de ce centre-là en fait. Donc ça c'est la première raison. Bon, la deuxième c'est que je pense que assez pragmatiquement, tu dois en savoir quelque chose, Mathieu. C'est quand même pas agréable de passer 5 ans à étudier des gens qui ont pas du tout les mêmes opinions que toi. Enfin, ça t'atteint quand même, hein. Donc ça, Dur. voilà. Ah, c'est dur, bah ouais, mais c'est ce que décrivent aussi, tu vois, les historiennes du nazisme et tout, c'est hyper difficile. Et puis, parce que bah, y a des modes, en fait, hein, dans les sujets. Donc là, les études de genre et les études féministes, c'était plus du tout à la mode, en fait. Enfin, il y a vraiment eu un fort déclin dans les années 80, 90, enfin, tout ça, c'était terminé. Il y a eu, en fait, un énorme mouvement de recherche dans les années 70, et après, voilà. Et puis aussi parce que ça doit être plus difficile. Alors pour les masculinités, c'est pas forcément difficile, mais par exemple, je pense on manque de travaux sur les riches. Comment vivent les riches, comment ils s'organisent, comment ils pensent, comment tout ça, voilà. Mais parce que c'est plus difficile d'accès aussi. Je pense à ça en journalisme, en fait, on voit aussi ça. Par exemple, c'est très facile d'aller, je sais pas, parler à des personnes migrantes, enfin non, des personnes exilées et de faire des travaux dessus, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à la parole sans filtre d'un milliardaire ou d'un millionnaire même qui va te raconter vraiment ce qu'il pense, tu vois. Ouais, voilà. En tout cas, ouais. Non, vas-y. En tout cas, c'est vraiment, enfin, ça te dessille en fait, ça t'ouvre les yeux en fait quand tu prends conscience de ces rapports de domination et de comment ils influent sur absolument tout, la façon dont est produite l'information, la façon dont on voit le monde, la façon dont voilà. Donc il faut toujours essayer de faire cet effort de décentrage. Et je vois bien à quel point c'est difficile. Moi, je suis blanche, c'est très difficile. Enfin, pas très difficile, mais
c'est plus difficile d'avoir en tête toujours voilà ce biais raciste en fait que j'ai, ou de domination blanche en fait que j'ai, même si je m'en départis. Et c'est pareil pour les hommes avec la domination masculine, quoi, pour le dire très vite. Ce que je trouvais très fort dans ce que tu as dit, c'est l'importance de la naturalisation du pouvoir, à quel point le dominant se rend naturel et donc indiscutable. C'est ce qui s'est passé avec la question du sexe et du genre, et la manière dont on a naturalisé des normes sociales en les biologisant. Et en fait, on se rend compte quand on étudie les phénomènes de domination qu'il y a toujours cette espèce de création d'une réalité naturelle autour de ce qui est en fait un pouvoir dominant structuré socialement. Et ça, c'est... Mais oui. Et ça marche aussi pour la race, d'ailleurs. Bah ouais, ça marche pour la race, ça marche pour tout. Attendez, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mon chargeur. Enfin, je vais brancher mon portable, sinon ça va. Vas-y, je fais la musique de Mission Impossible. Comme je le dis, dans 22 mètres carrés, c'est pas, rien n'est jamais très loin, quoi, en fait. C'est pas... Non, t'inquiète, y a pas de souci. Et du coup, attends, je vais peut-être attendre que tu reviennes. Non, c'est bon, je suis là. Ouais. Ok, super. Et du coup, face à cette naturalité du pouvoir, du coup, tout à l'heure, tu témoignais toi-même avoir été victime de VSS. Je me demande en fait s'il y a un moment donné, il y a pas en fait un parcours pour s'opposer à cette naturalité du pouvoir, en tout cas la percevoir, qui est qu'il faut en être exclu et en subir l'arbitraire pour en fait avoir un pas de recul et se rendre compte de je sais pas si tu vois, mais j'ai l'impression souvent que quand je discute avec des gens qui sont dans des milieux militants engagés, etc., il y a quand même un commun, tu vois, d'histoire où on se rend compte que il y a eu des violences, il y a eu des traumatismes, il y a eu des choses très difficiles, et je me disais, est-ce que c'est pas ça qui permet en fait de regarder ça, et à contrario, dans ceux qui perpétuent les mythes de la naturalité, est-ce que c'est pas justement des gens qui sont tellement dans la domination et tellement, tu vois, dans les milieux de la recherche, dans les milieux du journalisme et tout, tellement des privilégiés, que c'est très difficile pour eux de remettre tout ça en question. Je sais pas si ma question était très claire. Hein. C'est très clair. C'est toujours le problème de savoir pourquoi les autres pensent pas comme nous, pourquoi ils sont pas révoltés comme nous. Il y a plein de raisons. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça peut être une de ces causes-là. Tu te dis, voilà, si t'as rien vécu, t'as rien vécu. T'as pas été traumatisé, t'as été très choyé, tu comprends pas, t'as aucune idée en fait du monde dans lequel tu vis. Et tu peux pas vraiment être révolté par ça parce que tu l'as pas senti dans ta chair, tu vois. Tu sais pas ce que c'est d'être frappé, d'être bon. C'est vrai que c'est possible. Voilà. Bon, alors c'est pour ça que pour moi c'est super important la littérature, voilà, parce que je pense que c'est vraiment une expérience. Lire des romans, en fait, c'est scientifiquement prouvé et tout, ça développe vraiment tes capacités d'empathie. Si tu lis des romans avec des expériences de gens qui sont tout à fait différentes des tiennes, évidemment, en fait, tu les comprends, tu les ressens dans ta chair, tu les incarnes et tout. À ce propos, les hommes lisent beaucoup moins de romans que les femmes. Ils lisent beaucoup plus déjà, ils lisent moins en général, mais en plus, ils lisent moins de romans et puis surtout, ils lisent pas de romans écrits par des femmes. Ça, c'est aussi intéressant de comment t'apprends à te mettre à la place de l'autre ou comment tu apprends l'expérience des autres. Comment t'es au courant? C'est donc en lisant, en regardant les journaux et tout ça. Et les femmes lisent des romans d'hommes et de femmes. Les hommes ne lisent pas les romans de femmes. Et ils lisent pas de romans. Et aux États-Unis, l'étude qui a été faite montrait sans surprise que du coup, les blancs ne lisent pas les romans écrits par les noirs, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Mais après, tu sais, il y a aussi plein de gens qui ont été traumatisés parce qu'en fait, je pense que globalement, les gens souffrent. Par exemple, rien que parce qu'on a été enfant, il y a je pense que la façon dont on traite les enfants dans nos pays est assez cruelle en fait, et assez violente en réalité, et que c'est comme ça que la domination perdure aussi, parce que quand t'es violenté enfant, qu'on t'explique que c'est normal, qu'on a le droit en fait de te dénigrer, de te punir, de t'exclure, de t'humilier, voire de te frapper, parce que ça arrive quand même assez souvent. En fait. Et qu'on te dit que c'est normal, c'est vraiment l'apprentissage de base de la domination en fait. Donc il y a aussi plein de gens qui ont été traumatisés, qui ont vécu des choses très difficiles, mais eux ils veulent pas de l'explication politique pour d'autres raisons. On voit des femmes qui sont pas du tout féministes, qui sont très hostiles, et elles ont leurs propres raisons de devenir antiféministes, fascistes, de pas vouloir du tout de cette explication-là. Aussi parce que c'est une explication paradoxalement assez douloureuse en fait. Parce que tu te sens impuissant, tu te dis en fait si ça m'est arrivé, si j'ai eu mal et tout, si c'est à cause d'un grand système qu'on peut pas le changer, c'est trop difficile. Et, tu vois, ça te rend, ça peut avoir les deux effets en fait. Moi et d'autres, ça nous
Et toi aussi, j'imagine, et vous autres sur le chat, certainement, ça peut justement te donner une explication, te faire comprendre que c'est pas ta faute, que si c'est un système, alors on peut le changer, que c'est pas une fatalité et tout ça. Et à la fois, ça peut avoir cet effet déjà de vouloir être du côté des dominants pour plus souffrir. Et puis de refuser de refuser toute explication systémique. Ouais, bah, tu vois, moi j'ai été dans une culture assez masculiniste, assez brutale, où j'ai subi pas mal de violences aussi. Et je pense que j'ai eu cette double tentation, c'est-à-dire que d'un côté, j'avais cette révolte que je pouvais ressentir par empathie envers toute personne qui vivait la déshumanisation pour avoir été déshumanisé moi-même, quelque chose qui est tellement insupportable à un stade où tu vois une telle violence que bah, tu peux que ressentir finalement une très forte solidarité envers toutes personnes victimes de la même chose. Et d'un autre côté, une telle accumulation de souffrance que tu en viens à désirer la juste place du dominant, tu vois, de dire ah non mais vas-y je me faufile dans la masculinité je me cache au milieu parce que c'est plus simple. Et je trouve qu'il y a une phrase qui ressort souvent dans ton travail que je trouve très juste, c'est que évidemment ça c'est une totale illusion parce que le dominant est dominé par sa domination et tu le dis et je trouvais ça hyper intéressant dans les coups sur la table, tu disais mais les hommes masculinistes souffrent de leur position. Et pour avoir évolué dans la masculinité, je trouve que c'est vrai, quoi. Ils font du mal, ça veut pas dire que ça les absout de ce qu'ils font de mauvais, mais ils souffrent de cette position-là qui est pas du tout enviable en réalité, quoi. Bah oui, moi c'est ce que je pense, c'est ce que je vois. Ça en fait pas moins nos ennemis, hein, parce que quand tu parles de mouvement masculiniste, c'est quand même des gens qui là sont en train d'organiser la privation de nos droits. Hein, donc je pense aux États-Unis, mais ailleurs, voilà, c'est l'idéologie masculiniste, ça tue en fait. Et là, je parle pas que des mouvements organisés, mais en fait, idéologie misogyne, qui est ce qu'on boit hein, depuis notre naissance dans tous les contenus culturels, enfin de toutes sortes de façons. En fait, à la fin, ce que ça provoque, c'est des meurtres en fait de femmes, c'est des viols par centaines de milliers, c'est de la violence physique, psychologique, c'est des vies détruites en fait. Et oui, très certainement, les hommes, puisque donc je dis les hommes, vous savez, de façon, je sais que c'est pas tous les hommes, voilà, mais en fait, évidemment, quand tu regardes, en fait, qu'est-ce que c'est leur vie émotionnelle, quand je dis les hommes qui commettent des violences, hein, ou ceux qui en bénéficient, ou ceux qui adhèrent totalement à l'idéologie masculiniste et qui la promeuvent, c'est vrai que je trouve pas que ce soit des vies très très enviables en fait, hein, parce que en fait toute vie qui est basée sur la cruauté qu'on inflige, sur son sentiment de supériorité et tout ça, c'est en fait déjà ce que ça crée aussi, c'est énormément d'inquiétude chez eux. Ouais, puis la répression des émotions, tout ça aussi quand même. En plus, bien sûr, il y a tout ça, enfin de certaines émotions. Enfin, je pense qu'en fait ça les prive d'avoir des liens riches et profonds avec les autres, ce qui pour moi, et c'est qu'une opinion, et on va sur un pan plus spirituel, mais pour moi vivre des liens riches, profonds avec les autres à égalité, c'est le sens de la vie en fait. Voilà, moi peut-être c'est l'héritage de mes années de catholicisme et tout ça, mais aussi de ma pratique du yoga et d'autres choses. Pour moi c'est ça l'existence, voilà. C'est être relié en fait aux autres de façon sans les dominer, sans leur faire du mal. Et évidemment cette idéologie-là rend ça impossible. Et donc, ils sont là à se vanter d'accumuler les meufs, de baiser le plus de meufs possible et tout. Mais il y a rien là-dedans. Il y a pas de relation, en fait. C'est que de la domination. Donc, voilà. Bon. Maintenant, je vais pas pleurer sur leur sort, hein. C'est pas, enfin, j'ai choisi mon camp, en fait. Mais à la fin, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte de ça. Pareil je vais à beaucoup de procès de violeurs. Bon, bah, c'est pareil, hein, c'est le même constat. Mais c'est quand même des gens qui font des ravages. Ouais, c'est pour ça que je m'attaque pas souvent aux personnes, je m'attaque vraiment aux idéologies, en fait, au système, aux structures, aux idéologies, à tout ce qui fait qu'à la fin, on a ce monde épouvantable qui commet tant de violence, en fait. Qu'est-ce qui fabrique ça? Ben justement, c'est ce que je voulais te demander. C'est pour ça que t'as fait un choix quand même avec les coups sur la table. Ça a été de mettre énormément en avant de chercheurs et de chercheuses
Ce qui finalement est pas si commun dans le journalisme parce que les chercheurs et chercheuses, ça peut être rébarbatif, ça peut être compliqué, ça peut être des gens qui sont pas très à l'aise avec tout ce qui est médias et s'exprimer hors de leur monde universitaire. C'est parce que tu avais envie justement de montrer ce systémique à l'inverse justement de cette individualisation. Oui, bien sûr, et puis parce que j'ai énormément de respect en fait pour le travail qui est fait par les chercheurs. C'est difficile de faire ce travail-là. Ça implique bah voilà de se poser des questions difficiles, d'étudier. C'est un peu ingrat quand même hein, comme travail. Tu dois en savoir quelque chose. Ça c'est une chose, mais aussi en fait moi mon moteur c'est de comprendre. Voilà, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir comment ça marche, pourquoi le monde est comme ça. Voilà, c'est ça je l'ai dit, je reste une enfant de 5 ans. On dit qu'on a l'âge de son traumatisme, hein, souvent. Bon bah voilà, moi j'ai 5 ans, je pense pour toute ma vie. Et donc, il y a toujours une enfant de 5 ans qui dit pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des dominants? Pourquoi papa tape maman? Pourquoi il y a des riches? Pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi il y a des femmes qui vivent si mal? Pourquoi on tape les enfants? Enfin, c'est vraiment... Voilà. Et donc, quand tu te demandes pourquoi... tu peux avoir des réponses chez les psys ou chez la religion ou voilà, mais moi il y a rien de plus puissant pour moi et de plus convaincant en fait intellectuellement et puis du coup émotionnellement que les faits, la recherche, les voilà, les concepts, tout ce qui va permettre en fait ensuite de changer le monde parce qu'il faut bien comprendre comment ça marche si tu veux le défaire. Donc c'est voilà, pour moi c'était ça qui était important et aussi qu'on apprenne quelque chose, que ce soit pas des opinions. Ça m'intéresse pas beaucoup les opinions. Moi j'ai envie qu'on m'apprenne, voilà, j'ai envie qu'on m'apprenne des choses, j'ai envie d'idées, de concepts, de faits, de statistiques, voilà. Et j'espère que dans l'émission, enfin je sais que dans l'émission c'est ça qu'on cherchait à faire quoi. Et d'ailleurs ça continue. Hein. Il y a 2 journalistes qui ont repris l'émission et qui ont la même passion que moi pour les travaux de recherche parce que c'est génial quoi. Écoutez, j'ai beaucoup de gratitude en fait pour toutes les personnes qui font ce travail-là difficile d'appréhender le monde intellectuellement et qui font le travail de nous l'expliquer. Ce qui est marrant quand même, c'est quand on y réfléchit, tu débarques avec un podcast sur la masculinité où tu interviews des chercheurs et des chercheuses, donc des gens qui normalement ont le discours le moins sexy du monde. Et on devrait se dire ça va être un bide total. Tu l'aurais proposé à n'importe quelle chaîne de télé, n'importe quelle radio, on t'aurait dit ah non mais enfin désolé ça va jamais marcher ton truc et tout. Et c'est un énorme succès. Ouais. Comment tu t'expliques vraiment cet engouement pour les coups sur la table au moment où ça sort? Mais je pense que le nom, hein, c'est vraiment lol. Déjà, le nom, les gens, ils étaient contents. Déjà, les gens, ils étaient trop contents de dire qu'ils écoutaient un truc qui s'appelait Les couilles sur la table, voilà. Et bah après, je sais pas, on m'a beaucoup parlé. Je sais pas, les gens, bah je sais pas, ils avaient besoin de ça. Moi, je trouve pas que ce soit pas sexy d'entendre les chercheurs parler. C'est trop génial, justement. Moi, je trouve ce qui est pas sexy, je sais pas, c'est genre les éditorialistes à la télé, tu vois. Ça m'intéresse pas du tout. Ils font bla bla bla. Je sais pas de quoi ils parlent. Je sais pas sur quoi c'est basé. Ça m'intéresse pas. Mais quelqu'un qui est passionné par un sujet, qui t'explique des trucs qui résonnent avec ta propre vie, mais moi je trouvais ça délicieux. Moi enfin vraiment j'adore lire des travaux, des thèses et tout. C'est ça que je faisais. En fait, j'allais sur thèse.fr, je tapais masculinité, j'étais là, wow, ces gens ont dit des trucs fous. Et donc voilà. Après c'est un type d'émission qui existe beaucoup sur France Culture par exemple, ou voilà. Donc je trouve que les chercheurs ont des trucs à dire. Et d'ailleurs ça me manque là d'avoir des émissions avec des chercheurs. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui posent des questions dans le chat, pardon, mais du coup, je suis... Alors, ah oui, les coups sur la table, c'était beaucoup d'individus qui rapportent leur expérience perso. Non, pas du tout. Non. Moi, j'ai pas voulu faire ça. Parce que, en fait, au début, je me disais, ouais, on va faire parler les hommes de leur masculinité, mais j'ai fait quelques tests et je me suis dit, pas du tout intéressant. Vraiment, parce qu'encore une fois, c'est très difficile d'avoir un regard réflexif sur soi sorti de nulle part. Enfin, t'as besoin d'être informé par des idées et tout ça. Donc les mecs, ils disaient des trucs... c'était pas du tout intéressant. Moi, les chercheurs, ils ont écouté des milliers de mecs leur raconter des trucs. Donc, ils ont quand même un avis qui est un peu plus informé, quoi. Voilà. Ouais, et après, il y a quelqu'un qui parle du castrage de son chat. Ouais, alors c'est pour ça que je te disais, ne lis peut-être pas le chat. Ouais. C'est vrai, je te conseillais, il va y falloir faire un tri, tu vois, c'est un métier. Non, mais pourquoi pas? Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de questions. Oui, non, mais il y a aussi des discussions parallèles sur d'autres sujets. Ah oui, hein. C'est un conseil, c'est voilà. Mais on prendra des questions au fur et à mesure, mais s'il vous plaît, essayez d'être sûr que vous posez la bonne question à la bonne personne, voilà. Et on va pas répondre aux trolls qui posent des questions sur lesquelles on a déjà alors, les trolls, non, 1000 milliards de fois. Mais par contre,
par contre, enfin, moi, si les questions sont sincères, ça m'intéresse toujours en fait. Même si vous trouvez que c'est une question, voilà. Il y a une copine l'autre jour, j'ai été dîner avec elle et elle m'a dit, mais moi, je pense qu'il y a trop d'immigrés en France. Et j'étais, ok, mais pourquoi tu penses ça? Et elle a reposé des questions et tout. Franchement, c'était une discussion, c'était super intéressant. Voilà. Et c'est donc moi, go. Genre, si vous voulez, je sais pas ce que vous voulez poser comme question, mais allons-y. Bon, Bref, en enfin, attendant, peut-être moi j'avais voilà. j'avais une question. J'aimerais bien reparler aussi de la forme des coups sur la table, parce que je trouve que c'est Ah, pas anodin ce que tu as fait comme choix aussi, celui de venir te mettre en avant, te mettre au cœur du propos, sans chercher à t'invisibiliser comme on le fait traditionnellement enfin le font souvent traditionnellement les grands médias. Pourquoi t'as fait ce choix-là? De montrer une forme de subjectivité, à contrario de cette pseudo-objectivité journalistique ouais. qui est souvent choisie par les journalistes. Parce que c'est ça que j'aurais aimé écouter. Mais après, j'ai essayé de pas raconter ma vie. On sait quand même peu de choses hein, dans les couilles sur la table par rapport à d'autres. Enfin, je suis assez pudique en fait, bizarrement. Enfin, donc, j'ai toujours peur en fait de me la ramener, d'être. Voilà, on m'a dit toute ma vie en fait, tu la ramènes trop, t'as une trop grande bouche. Vas-y, pour qui tu te prends, t'es trop rentre dedans et tout ça. Donc j'ai essayé un peu de me calmer. Mais bon, bah je sais pas. J'imagine que le naturel revient au galop, quoi. Voilà, c'est un peu. Je suis comme ça, donc. Je voulais un ton qui soit pas compassé, voilà, qui soit pas celui de France Culture, pour les couilles sur la table en tout cas. Et après, le cœur sur la table, j'ai beaucoup plus raconté ma vie parce que ça me semblait honnête. En fait, j'ai demandé à des gens de me raconter leur vie amoureuse et voilà, et donc c'était logique que moi je parle de moi aussi, en essayant de pas trop le faire, mais voilà, que ce soit pas envahissant, mais voilà. Donc mais je trouvais que pour les interviews de chercheurs, c'est intéressant parce qu'en fait, une bonne conversation, c'est quand tu poses des questions qui t'intéressent vraiment. C'est pour ça que je dis ça aux gens du chat aussi. Faut poser les bonnes questions, voilà, c'est des questions sincères, il faut faire preuve de curiosité, d'authentique curiosité, et j'essayais de faire ça dans les couilles sur la table. Ouais, je pense que ça a vachement participé aussi à rendre plus accessible le discours des chercheurs, parce que finalement, on pouvait s'identifier à ton regard Oui, dans voilà, cette c'est ça. Ouais. conversation-là et se dire, ah ben voilà, des fois tu venais comme ça reposer, redemander la diffusion d'un mot, relancer sur un sujet, etc. Ou dans une autre émission sur France Culture, la personne en face aurait été là, oui bien sûr, gouvernementalité biopolitique, tout à C'est fait, ça. tu vois. Et il n'y avait pas ce Ouais, petit mais moi, je moment préfère pour ça. clarifier, tu vois. Ouais, ouais. Bah oui, parce que, mais ça, c'est la télé, tu vois, qui m'a appris ça. Quand même. La télé et la pension. Quand j'étais en pension, donc c'était une pension chez les bonnes sœurs là, c'était une pension avec des méthodes Montessori. Bon, ils disaient pas Montessori, mais en gros c'était quand même ça l'idée. Et du coup on nous apprenait, enfin les grands aidaient beaucoup les petits. Enfin pas les grands, mais en fait quand toi t'avais compris un truc, la façon de vérifier que t'avais bien compris, c'était de l'expliquer à quelqu'un. Et donc tu devais l'expliquer à un autre élève quoi. Et donc tu devais vraiment te mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre comment il entendait les trucs, comment il comprenait ou pas, c'était quoi ses bases et tout ça. Et voilà. Et moi, je pense que c'est un truc que j'ai gardé après et j'essaye de le garder encore parce que maintenant que je suis un peu mieux, maintenant que je comprends beaucoup mieux, voilà, je suis plus éduquée aux questions féministes. Peut-être que c'est encore trop spécialisé, je sais pas. Enfin, de toute façon, je fais plus d'émissions, mais bon, bref. Donc voilà. Oui, oui. Donc pour moi, c'est super important de pas se laisser avoir par le jargon en fait, parce que souvent quand quelqu'un vous dit un truc très compliqué, c'est que il arrive pas à l'expliquer de façon simple. S'il arrive pas à l'expliquer de façon simple, c'est qu'il comprend pas vraiment ce qu'il dit. Voilà, c'est ce que je crois. Mais bon. Oui, après, bon, il y a aussi des sujets qui sont quand même particulièrement, je trouve, difficiles à synthétiser. Tu vois, par exemple, la biopolitique, je pense qu'on peut faire de son mieux et réussir à rendre le truc clair, mais à un certain niveau, ça reste quand même un peu difficile. Et du coup, sur le format des émissions, c'était quand même assez cordial et amical en général, mais il y en a quand même une que moi j'ai gardée en tête, qui est parti presque en embrouille. C'est l'épisode avec Jean-Claude Kaufmann, un sociologue qui a plus ou moins défendu le viol conjugal et dit pas mal d'horreurs tout au long de l'émission. Et je l'ai réécouté en partie en préparant l'interview. Et au début, je voulais te demander si tu regrettais d'avoir invité Kaufmann. Mais en fait, plus je réécoutais l'épisode, plus
je trouvais que finalement, c'était plutôt bien que cet épisode ait eu lieu, parce que je crois que sinon, ce type aurait jamais eu en face quelqu'un pour le contredire. Moi, quand je faisais de la recherche, c'était quand même quelqu'un qui était souvent cité comme une référence, et j'aurais peut-être pas lu cette partie de son travail, donc j'aurais peut-être pas compris non plus les prises de position que le type pouvait avoir sur certains sujets. Et d'une certaine manière, ça a révélé une violence derrière ses écrits que je crois qu'on n'aurait pas vu sinon. Et du coup, je me demandais plutôt à la réécoute, si aujourd'hui, avec tous les gourous masculinistes qui pullulent sur Internet, je pensais pas que ce serait justement intéressant d'avoir du débat vraiment frontal avec les défenseurs de ce genre d'idéologie, pas une espèce d'émission de débat qu'on appellerait le chaos sur la table, un truc comme ça, où on irait un octogone de la pensée, mais sur la question du masculinisme. Je me suis posé la question, même je me suis posé beaucoup la question, est-ce que je dois inviter des masculins, est-ce que je dois inviter Julien Rochdy, est-ce que je dois inviter des gens comme ça, voilà. Ça rejoint un autre cas auquel j'ai été confrontée, c'est que j'ai été invitée l'année dernière, il y a pile 1 an, dans l'émission de Alain Finkielkraut sur je voulais t'en parler après, parfait. Voilà. Alors, il y a 2 choses. Déjà, moi, discuter, comment dire. Par exemple, Kaufman, c'est pas un ennemi. D'accord, c'est quelqu'un, on n'a pas les mêmes opinions, mais ça reste quand même quelqu'un de raisonnable en fait. C'est un chercheur, c'est pas un militant, c'est pas quelqu'un qui consacre sa vie à la haine des femmes quand même. Donc voilà, mais c'est quelqu'un avec qui on avait des divergences d'opinion auxquelles je m'attendais pas trop en réalité. En fait, c'est juste que lui ne m'écoutait pas. Voilà, et moi ça me rend ouf en fait. C'est toujours dans voilà cette boussole qui est pour moi, est-ce qu'on a des relations riches, profondes avec les autres? Ça passe par l'écoute en fait et l'échange. Donc il faut bien écouter la question, il faut regarder la personne je sais pas, il faut pas forcément la regarder, mais je veux dire, ça doit être un dialogue. Et lui, il m'écoutait pas, il écoutait pas mes questions, il était là blablabla, il déversait son truc. Et déjà, pour moi, ça c'est inacceptable de faire ça. Et après, je pense qu'il savait pas trop où il mettait les pieds. Et en fait, et ensuite, moi, j'ai jamais réécouté l'émission parce que, en fait, il y a aussi plein de gens qui m'ont dit que j'étais grossière dans l'émission, que j'étais genre ma mère m'a engueulée et tout, elle m'a dit je t'ai pas élevée comme ça, t'es vraiment hyper incorrecte, blablabla. Bon bref, mais aussi des copains qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ouais tu le laisses pas parler, tu lui coupes tout le temps la parole, c'est vraiment pas bien, c'est pas ta meilleure émission, faut pas être comme ça et tout. Donc je sais pas trop. Moi, j'ai écouté, je pense que c'est plutôt lui qui t'écoute pas, pour le coup. Ouais, mais bon. Ça paraît assez clair à l'écoute, mais bon, voilà. Ouais, mais en fait, c'est comme la robe verte et la robe bleue sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a des gens qui la voient verte et d'autres qui la voient bleue, il y a des gens qui trouvent que j'étais insupportable, des gens qui trouvent que lui, il était insupportable, bon. En revanche, ce que tu racontes sur comment on confronte les idées, moi, ça m'interroge énormément parce que je trouve qu'on est en train de crever d'un manque de confrontation, un manque de dialogue en fait, mais c'est pas que dialogue, c'est un manque de débat en réalité, de vrai débat. Donc en fait, comme nous autres à gauche, on se sent, évidemment il y a l'extrême droite qui monte partout, dans les médias et tout, c'est vraiment un cauchemar, les idéologies qui sont répandues. Et donc en fait on a tendance à se replier pour ne discuter qu'avec des gens avec qui on est d'accord. Et c'est normal parce qu'en fait on en a besoin d'espaces comme ça et tout. Mais du coup, on n'a pas d'espace pour avoir des vraies conversations avec des divergences. J'ai vu un exemple récemment, c'est Schneiderman qui parle avec Guillaume, le présentateur de France Culture. Guillaume Erner, voilà. Okay. Ça dure 1h30. Franchement, c'est trop intéressant, mais voilà, ils savent y faire. C'est des vieux de la vieille, ils savent comment avoir des discussions et tout. Moi, ça me manque horriblement, en fait, d'avoir ces lieux-là parce que je le fais dans ma vie privée. Mais je n'ose pas le faire en public parce que ça pose d'autres questions. Déjà, créer une émission où tu donnes de l'audience à des fachos, mascus, etc., moi, ça me paraît pas juste, en fait. Pas dans cette époque-là. Franchement, on serait dans une époque où on serait dans un gouvernement socialiste et encore même... je pense qu'en fait, il faut... Je sais pas. Donc, voilà, il y a un truc de responsabilité médiatique. Et après, je pense que tu peux pas parler avec des militants d'extrême droite hardcore, genre des penseurs d'extrême droite, parce que tu joues pas aux échecs avec un pigeon, quoi. Tu peux pas, en fait. Genre, toi, tu vas avoir une discussion censée, sincère. Est-ce que le but, c'est de convaincre cette personne ou d'opposer un contre-discours dans un espace médiatique qui peut être entendu par des gens qui pourraient être convaincus? Moi, je le fais énormément d'aller débattre contre l'extrême droite. Je suis allé faire des débats contre l'extrême droite au crayon. Je me suis retrouvé sur Sud Radio. J'ai refusé le crayon. Tu vois, moi, j'ai refusé. Pour moi, c'est vraiment une officine d'extrême droite dégueulasse, quoi. Vraiment, non, mais moi, je suis. D'ailleurs, j'ai interviewé même le créateur du crayon après coup et tout sur la chaîne, en lui posant des questions, et il était très ambivalent, voire totalement un peu dépassé
À chaque fois que je le mettais face à ce que produit réellement sa chaîne, et on voit qu'il assume pas du tout publiquement, tu Mais il vois, s'en alors qu'ils fout, sont il a pas financés par besoin. De toute Pierre-Édouard façon, Sterrin, tu vois, il y a pas non plus de ah mystère. oui, bah, de toute façon, ce qu'ils veulent faire, c'est du pognon. Moi, franchement, je les ai croisés dans une teuf, ces mecs-là, j'étais là, vous, qu'est-ce que vous faites ici, en fait? Quel est le... Et gna gna gna. En plus, ils sont très grands. Moi, je suis petite, donc ils étaient là à me parler comme ça, là, tu vois, ils font 1,90 m, tu sais, Et il m'expliquait, il me déroulait son truc. Là, c'est vraiment des mecs d'école de commerce dégueux. Enfin, C'est c'est ma vraiment sensation. des... Mais qui joue sur, du coup, une popularisation, une médiatisation de l'extrême droite. Mais je pense aussi Ah que, oui, tu vois, j'ai fait un débat au moment des législatives où je me suis retrouvé avec 3 personnes, du coup, du Crayon, invitées par le Crayon, dont Alice Cordier de Némésis, tu vois, un ah, macroniste et c'est un bête, ça. abstentionniste qui était totalement d'extrême droite aussi. Mais je pense que si j'y Ouais. avais pas été, en fait, on aurait eu bah, personne en face. Et on aurait eu un énième espace médiatique où la gauche, en fait, n'existe pas et où l'extrême droite peut dérouler sa pensée sans aucune contradiction. Là où moi, bah, je me suis retrouvé à faire un 3 contre 1, c'était pénible, mais au moins il y avait de la contradiction, il y avait un contre-discours. Et je crois qu'on n'est pas dans une hégémonie culturelle où nous, on est en Ouais, position de c'est ça. refuser d'exister dans l'espace médiatique, au sens où peut-être que sur Instagram, Twitch, on a un peu de force, mais ailleurs, on est inexistant et nos idées sont invisibles. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la bataille culturelle, elle doit se mener frontalement. Donc je ferai comme toi, c'est-à-dire que moi, j'inviterai pas des fachos en leur donnant de la visibilité ou de la médiatisation sur mes propres réseaux. Mais par contre, Voilà. aller sur les leurs et essayer d'y foutre la merde le plus possible, je me dis, est-ce que j'ai vraiment à y perdre? Bah, c'est voilà, c'est une question qui court depuis fort longtemps, depuis les années même 80, hein, avec la montée du FN, où on disait, bah, du Front National, où on disait, est-ce qu'il faut les inviter sur les plateaux? Bah non, l'extrême droite, on discute pas avec elle, on la combat, là là là. Bon, on a vu les résultats, hein, aussi. Enfin, ça peut s'interpréter de deux façons. En gros, il y en a qui disent, bah oui, mais en fait, on a fini par les inviter, on leur a donné beaucoup d'audience à eux et à leurs idées, c'est comme ça qu'ils sont montés. Regardez en Belgique, ils ont un cordon sanitaire, Hmm. où on n'invite pas, on relaie pas les idées d'extrême droite et tout, et ils ont moins d'extrême droite. Bon, c'est un peu en train de changer quand même. Et il y a ceux qui disent, bah non, en fait, à force de les marginaliser, d'en faire des martyrs, de pas leur donner la parole, c'est ça qui les a fait monter. Bon, moi je pense qu'en fait, il y a peu de responsabilités médiatiques, je crois. Qu'en fait, enfin, il y en a, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est nourri, en fait, par un néolibéralisme. En fait, c'est pas en diffusant les idées d'extrême droite que c'est monté, en fait. C'est Ouais, bien ce qui a sûr. fait monter l'extrême. Enfin, bon, voilà. Donc, bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Bah, je sais pas. Moi, par exemple, donc, je suis allée parce que, justement, ça me semblait important Donc chez c'est Finkielkraut mon, sur France Culture, voilà. c'est ça? Hmm. Donc, je suis allée chez Finkielkraut sur France Culture. Donc c'est un vieux monsieur, hein, c'est un vieux monsieur qui devient de plus en plus d'extrême droite en fait, qui a commencé pourtant à gauche, mais bon, donc méfions-nous hein, de ce qu'on deviendra. Euh, et donc qui m'invite pour faire une émission avec une dame nommée Noémie Alioua qui vient de sortir un livre antiféministe, voilà. Et comme c'est vraiment mon sujet d'expertise, je me dis vas-y, allez, déjà j'y vais, non seulement parce que c'est mon sujet, mais aussi parce que c'est le service public en fait. Et moi je dis vas-y, je vais pas laisser ben, bien sûr, j'y vais. Et par ailleurs, je pense que je suis assez forte, sans modestie du tout. Je pense que je suis assez forte en débat sur les sujets que je maîtrise bien parce que j'ai pas peur, parce que j'aime bien la bagarre, j'aime bien me bagarrer et Mais tout. c'est Donc, déjà un 2 contre 1 là, parce que la journaliste en face, elle travaille à ouais. I24, la chaîne israélienne, elle est sur des Non, mais positions la ultra journaliste en face, conservatrices, elle oui, est... mais en fait, elle me fait pas peur du tout parce que en Hmm. fait, j'ai lu son bouquin, je l'ai fiché, j'ai vérifié tout ce qu'elle raconte dans son bouquin, elle raconte n'importe quoi en fait. Je me dis la pauvre, elle est vraiment à l'ouest complet, elle raconte n'importe quoi. Lui, je le connais aussi ses arguments. Enfin bref, ils me font pas peur, je me prépare, je fais des fiches et tout. Franchement, je pense que c'est une bonne discussion. Et en sortant, je me fais exploser parce que en fait, comme moi, j'étais contente de moi. En bonne élève et tout. Je poste une photo, je fais un selfie en fait, avec Finkielkraut et elle, où ils font comme ça, ils font la gueule. Et moi, je fais un grand sourire. Et moi, pour moi, le message est clair, c'est, en gros, je les ai défoncés, voilà, je suis contente. Bon. Et pas du tout, je poste la photo sur les réseaux, et ça fait genre un shitstorm pendant 2 semaines avec des camarades antifascistes, féministes et tout, qui font enfin, m'incendient. Enfin bon, c'est pas très intéressant, mais ah si, après, il y a 2 pages dans l'IB, il y a une meuf que je connais qui s'appelle Johanna Luyssen, que je connais bien en plus. Genre, la meuf, elle écrit une tribune contre le fait que j'y sois allée et tout, mais enfin, c'est... Moi, franchement, si c'est à refaire, je le fais. Juste, je fais pas la photo, mais je le fais, ça me paraît normal, c'est le service public.
Mais je souligne quand même qu'on est très ambivalent à gauche sur cette idée de débat et de combattre et tout. Et moi, je comprends aussi l'argument. Je pense que débattre avec, débattre dans des émissions avec des masculinistes et tout, c'est une catastrophe, je pense. Parce qu'encore une fois, tu joues pas aux échecs avec un pigeon. Je suis d'accord avec toi, c'est très dur à choisir. Mais je crois que notre absence, elle est criante sur beaucoup de terrains et que, effectivement, mais à un moment donné, si t'es en face sur un plateau d'échecs et que t'as un pigeon qui chie sur le plateau et que le public, il voit que d'un côté, il y a une personne qui sait déplacer les pièces et de l'autre, quelqu'un qui se chie dessus, peut-être que, tu vois, ça aidera les gens à faire un choix. Donc, tu vas pas convaincre tout le monde. Je file la métaphore, hein, tu vois, mais tu vas peut-être pas convaincre tout le monde. Mais je me dis, il y a quand même des gens que tu peux rattraper qui auront jamais entendu nos arguments. Parce que tu parlais tout à l'heure de l'extrême droite à la télé et tout. Moi, je crois que le problème de l'extrême droite à la télé, c'est pas qu'elle y ait été, c'est qu'elle y ait été avec autant de complaisance. Si peu de questions, par exemple, sur les liens du Front National avec le terrorisme et du Rassemblement National avec le terrorisme, alors que Marine Le Pen en est présidente depuis 2011, elle a pu enchaîner les campagnes sans qu'on ne lui parle jamais des cadres de son parti qui étaient liés à des attentats, tu vois. Ça, à un moment donné, c'est de la complaisance, et cette complaisance-là, elle a fait partie de la banalisation de l'extrême droite. Si en face, il y avait eu des contradicteurs et des contradictrices en capacité de faire ressortir ces affaires-là, de les connaître, de les citer et tout, je me dis, l'histoire serait pas la même. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui le disait dans le chat tout à l'heure, qui disait le cordon sanitaire, c'est génial, mais une fois qu'il cède, peut-être que tu vois, c'est le moment d'aller se bagarrer. Et moi, c'est mon avis, tu vois. C'est pas pour t'inciter ou quoi, mais je pense qu'on aurait besoin d'une Victoire Toyon qui aille remettre des Julien, peut-être pas des Julien Rochdy, je sais pas, des Zemmour, des gens comme ça à leur place, parce que tu gagnerais pas. Tu vois, lui ne changera pas d'avis, mais en face, une partie du public verrait, tu vois, un contre-discours fort. Et ça compte quand même, je crois. Hein. Bah, ça dépend. Ça peut faire les deux, en fait. Je sais pas si les gens changent tellement. Je sais pas. En fait, ça dépend des cas et tout ça. Julien Rochdy, il voulait absolument que je l'invite dans mon émission. Hors de question, évidemment. Non, ça, il fallait pas. Non. Et par exemple, j'ai, tu vois, dans ma bibliothèque tout en haut, là, il y a une pile de livres. C'est les livres de l'enfer. Donc pour moi, donc je les lis en fait. Hein. Moi, je lis les Julien Rochdy, je sais pas quoi, les Alice Cordier, les Marguerite Stern et tout ça. Je lis ces trucs. Bon, elle a vrillé, hélas, mais. Bref, donc ça m'intéresse, mais c'est la question du cadre dans lequel tu le fais. Tu vois, par exemple, la question, c'est souvent est-ce qu'il faut aller chez Hanouna comme chroniqueur et tout, mais en fait, c'est un carnage. C'est un carnage. Je pense qu'il y a personne qui est, enfin, il y a Thomas Guénolé qui y va, d'autres, c'est horrible. Mais le dispositif est comme ça. C'est pour ça le crayon. Le problème, pour moi, du crayon, c'est moins d'être en face d'Alice Cordier que d'être dans un dispositif médiatique où on me change l'invité la veille, ça devait pas être Alice Cordier, ça devait être un autre gars. Je me retrouve à 3 contre 1 alors que ça devait pas être comme ça que ça devait se passer, etc., etc. Et j'ai envie de te dire, pour du débat et tout, enfin, Twitch a été inventé pour ça. Je dis pas qu'il faut lancer une chaîne Twitch où tu vas défoncer, tu vois, mais c'est des espaces où tu vois, tu as des temps longs, tu peux parler longtemps, les gens sont prêts à écouter longtemps. Moi, j'ai fait quelques débats avec des gens, du coup, le gars du crayon, avec un coach muscu, des gens comme ça, sur la chaîne, et c'était pas mal parce que justement, t'as vraiment le temps de développer tes propos, t'as le temps de citer des sources s'il faut. T'as pas un mec qui vient te couper au milieu en disant ouais, bon, on n'a pas le temps, machin, alors que t'es en train d'argumenter un truc important. Et voilà, bon, je dis pas que Victoire Toyon doit lancer sa chaîne Twitch pour débattre avec Alice Cordier et Julien Rochdy, mais entre plein d'idées, mais moi c'est un truc que je dis super souvent en fait, et voilà, je trouve aussi que c'est un manque de débat dans les milieux féministes. En fait, on n'a pas d'endroit pour avoir des discussions, que du coup ça se perd en fait, l'art de ou plutôt l'éthique en fait de la vraie discussion où tu confrontes tes arguments. T'es pas là pour forcément convaincre, en fait t'es là pour aiguiser ta propre pensée. Moi, ça me manque énormément. Je trouve que voilà, parce qu'il n'y a pas de débat de qualité. Je sais pas où écouter des débats de qualité. Bon. Donc... Twitch, s'il y a des choses bien. Voilà, moi je vends ma merde. Mais non, mais vas-y. Non, mais moi je pense que ce serait génial en fait d'avoir une vraie émission de débat. En fait, ce serait des débats entre gens de bonne foi. C'est ça que je disais. Je disais moi, je veux créer une émission de débat entre gens de bonne foi. Mais en fait, bon, c'est quasi impossible parce que si t'invites des gens, ils ont un truc à défendre, une image à défendre, ils peuvent pas. Par exemple, moi, mon rêve, c'est d'avoir une émission avec des gens qui sont capables de dire, franchement, cet argument me touche. J'avais pas réfléchi. C'est intéressant, je vais y repenser. Ok, t'as un point. Enfin, je trouve ça cool. J'ai eu tort. Ah ouais, t'as raison. En vrai, j'avais tort. Tu vois, ce serait incroyable d'entendre ça. Moi, voilà. Bon.
Mais ça, j'aimerais trop avoir ça. J'aimerais trop avoir ça. Et après, l'autre façon, quand même, c'est pas nécessairement dans le dialogue qu'on peut faire ça. C'est aussi prendre les idées et faire des contre-argumentaires, en fait. Mm. Voilà. Et ça me paraît plus juste. De dire, bon, il raconte ça, qu'est-ce qu'on en pense, comment on peut... Ça, il y a beaucoup de journaux qui font ça. Tu vois, que répondre à votre père raciste qui trouve que les étrangers ont le droit à l'aide médicale d'État, c'est pas normal. Voilà, bon, tu vois, mais ouais, je sais pas comment on fait pour gagner cette bataille culturelle. Je me pose vachement de questions là sur une nouvelle émission que j'aimerais créer. Tu vois, est-ce qu'il faut continuer à parler à des gens qui sont d'avance convaincus? Est-ce qu'il faut faire plus de vulgarisation? Est-ce que je sais pas. Mais les débats, en tout cas, moi, quand on m'invite dans des débats avec un cadre approprié, je viens. Moi, j'adore la bagarre, donc je viens. J'en prends note. Voilà. J'ai des idées. Sur un autre sujet, mais toujours sur les couilles sur la table et tout. Du coup, ça a hyper bien marché. Ça a été un succès incroyable, mais ça t'a quand même aussi épuisé professionnellement et ça t'a amené à t'arrêter 6 mois, une période Ouais. un peu dure. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Ouais. cette période de burn-out et comment, qu'est-ce qui t'a aidé à en sortir et à te reconstruire derrière? En fait, il y avait plein de choses. J'ai beaucoup travaillé quand même. J'ai fait beaucoup d'émissions, mais en fait, déjà, bon, attends, non, la base. Un truc, c'est l'épuisement professionnel. Ça touche énormément de monde, en particulier chez les plus jeunes et chez les femmes. Voilà. Pour plein de raisons, parce que t'as des fragilités de base, parce que on te traite pas de la même manière au travail, parce que il y a des nouvelles façons de travailler qui génèrent en fait de l'épuisement. Par exemple, le fait de ne pas couper entre sa vie pro et sa vie perso, ça génère de l'épuisement, ça brouille les frontières. Enfin, voilà, il y avait ça. Ensuite, il y avait le fait que il y avait plein de raisons en fait. Moi, à mon épuisement, il y avait aussi une ambiance professionnelle quand même assez particulière chez Binge Audio avec notamment le patron. Heureusement que je suis partie maintenant, mais qui était quand même très ambivalent en fait dans ses discours. Qui bon, il y avait quand même beaucoup de problèmes avec lui. Et ça s'est très Il y mal fini avait d'ailleurs. ouais, c'est très mal fini. Ouais, ouais. Là, moi, j'ai été licenciée économique et surtout j'ai demandé à partir parce que vraiment, c'est particulier de vivre des années avec quelqu'un qui a un rapport étrange à la réalité, qui dit des choses qui n'existent pas, c'est assez violent psychologiquement en fait ce truc-là. Mais donc il y avait ça, il y avait l'exposition en fait. Voilà, j'ai jamais voulu être connue, j'ai jamais voulu avoir de la notoriété et tout ça, donc j'étais pas trop prête non plus à ce truc-là. Les gens qui te reconnaissent dans la rue, les trucs, c'était pas non plus, je suis pas devenue une star, c'est pas ça, mais c'était aussi un peu chelou. Mm. Par ailleurs, j'ai un trouble de l'attention qui avait pas été diagnostiqué, donc qui fait que je surcompensais en fait énormément. Maintenant, je sais mieux me soigner en fait, mais voilà, ça c'était difficile. Et puis de toute façon, j'ai trop produit, j'ai écrit mon livre en 2 mois, j'ai pas dormi, c'était trop quoi. Voilà. Donc maintenant, je fais attention à moi. Je sais que et donc je donne des conseils aussi aux autres journalistes. Tout le monde m'appelle pour des trucs de burn-out et tout parce que je vois les signes. Et après c'est des trucs de base, les amis. C'est les trucs de. En fait, on est des créatures vivantes et donc en tant que créature vivante, on a besoin de boire de l'eau, de dormir suffisamment. On a besoin d'air pur, de soleil, de mouvement, donc d'activité physique, c'est super important. On a besoin de nourriture appropriée, on a besoin de relations sociales saines. Et on a besoin de repos, voilà, en fait, de rien faire et tout. Donc j'ai mis ça en place dans ma vie. Donc j'ai eu 6 mois, c'était très long parce que en fait, un épuisement professionnel, ça te crame tes capacités cognitives. Donc j'avais beaucoup de mal à parler, je pouvais pas lire, je pouvais pas écrire. J'étais fatiguée tout le temps, j'arrivais pas à me concentrer. Enfin, c'était voilà, il y a des séquelles après. En fait, on fait pas ça impunément. Après un épuisement, t'as des séquelles. Ton cerveau, il fonctionne plus pareil après. Bon, j'ai fait avec. Voilà, mais là, du coup, j'essaie d'être très ferme sur mes limites. Oui, moi, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire du sport tous les jours. Je bois quasiment pas d'alcool aussi parce que j'ai vu que ça me fatiguait. Et puis, il y a 12 000 projets que j'aimerais faire, mais je vois bien que je peux pas, en fait, faut choisir. Donc, voilà. Donc, j'accepte que ce soit un peu mieux. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Là, parce que j'ai pu être arrêtée
J'avais l'argent pour demander l'aide qu'il fallait, trouver des thérapies, me faire du bien, faire du sport, tout ça. Enfin bref, là, il y a vraiment énormément de gens qui sont dans des états d'épuisement, mais délirants, quoi. En France, bien sûr, mais après, si on parle des conditions de travail des gens dans le monde, c'est... Voilà. Mais voilà, il faut aussi bien voir aussi qu'on vit dans une culture qui nous encourage à l'épuisement, hein, qui sait jamais assez, il faut tout le temps produire, il faut tout le temps faire des trucs, il faut tout le temps... voilà. Donc j'essaie d'être moins là-dedans. Et puis même à gauche, on s'en sort pas avec ça, hein. On a beau avoir des discours de principe sur le néolibéralisme et tout, dès qu'on veut créer, tous les journalistes indépendants de gauche que je connais, ils sont en burn-out quasiment, ou ils sont en train de se cramer tout droit, c'est l'autoroute vers la catastrophe. Parce que il faut produire beaucoup, il faut faire ci, il faut faire ça, et à la fin, on a du mal à faire ce qu'on dit, hein, c'est dommage, hein. Ouais. Bah ouais, mais bon, et c'est ça aussi le rôle des autres, du groupe, des amis et tout ça, tu vois, c'est de dire bon, bah... Bon, bah voilà, moi je passe mon temps à dire aux meufs autour de moi, ralentis, tu travailles trop, là là là. Et je voudrais rebondir sur le sport. Du coup, tu dis que le sport a eu pas mal d'importance pour toi à cette époque. Donc ton sport à toi, c'est le yoga. Tu es même devenu prof de yoga et tu donnes aujourd'hui un cours chaque semaine de yoga vinyasa. Je le dis, je sais pas ce que ça veut dire. Vinyasa, ouais. Bah, tu viendras. Mais t'as pas toujours été une sportive passionnée, puisque tu as écrit dans un post Instagram qu'enfant tu trouvais que le sport c'était un truc de naze et que tu pensais que c'était pas du tout fait pour toi. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui t'a fait changer d'avis et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le sport c'est devenu une telle ressource pour toi? T'as été fouillé loin, c'est marrant. Oui, bah en fait déjà les petites filles, ça c'est statistique, hein, elles sont beaucoup moins encouragées que les garçons à bouger. On les encourage moins à jouer, même les enfants. En fait, enfin vous verrez quand vous jouez avec des petits enfants. Souvent, les garçons, on fait un peu plus la bagarre, on leur lance des balles, on les fait courir, on les fait sauter et tout ça. Et les filles, elles vont être dans des trucs plus précis, plus minutieux et tout. Bon, du coup, moi, maintenant, quand je pars en vacances avec des enfants, avec des filles, j'ai beaucoup de petites filles autour de moi, je les fais courir, je leur faire le poirier, je leur fais faire plein de trucs et tout, parce que moi, on m'a pas encouragée à faire ça. Et alors que, en fait, je suis super vigoureuse. Enfin, je sais pas si on me voit, mais genre, bah, moi, je suis petite, mais je suis vraiment robuste, je suis musclée et tout, voilà. Et bon. Et donc, en fait, mon corps est vraiment super capable, quoi. Je me suis jamais rien cassé, je peux marcher longtemps, enfin, je suis très solide. Et en fait, j'avais besoin de bouger, mais je le savais pas. Et après, bah, j'ai pas bougé quand j'étais petite parce que bah, j'étais en pension, on n'avait pas d'activité sportive. Et aussi, j'étais ronde. En fait, j'ai toujours été un peu au-dessus des courbes de poids, là. Donc, j'ai toujours été un peu rondelette, voilà. Et j'avais honte. Du coup, j'avais honte de mon corps, en fait. Et toute ma vie, j'ai eu honte de mon corps. Là, ça va mieux. Mais j'avais honte de comment je bougeais. J'avais honte de courir pas assez vite. Et je pense aussi à cause du trouble de l'attention, j'ai un peu une dyspraxie. Donc, je savais pas bien rattraper des ballons. Enfin, bref, j'avais honte, quoi. Bon, j'étais quand même forte à la corde à sauter et à des trucs comme ça. Bref. Et après, je me suis mise vraiment sérieusement au sport. Bah, déjà pour bouger, juste, j'ai fait beaucoup de vélo à l'adolescence parce que c'était comme ça que je bougeais. Donc, déjà, ça fait du sport. Après, j'adore danser. Et là, je me suis mise super sérieusement, genre avec le yoga, avec la muscu aussi. Je fais de la muscu, du sport en salle, du cardio. Je marche tout le temps, je fais de la rando et tout. Bah, parce que ça me rend heureuse, en fait. Et en fait, notre cerveau, il est fait pour ça. Enfin, on a besoin, en fait, des hormones, et du sport. C'est tout. On est des animaux, quoi. On a besoin de bouger. Voilà. Et moi, je vois la différence. Si je fais pas de sport pendant une semaine, mais c'est la déprime. Et le pire, c'est que je sais même pas que c'est ça qui me manque. Je vais être là, je me sens pas bien, le monde est moche, mais va faire du sport, en fait. T'as pas peur de la bigorexie ou d'un truc comme ça, tu sais, genre, l'addiction au sport, le truc où ça devient un peu trop? Oui, c'est possible parce qu'en plus j'ai un terrain assez dépendant à plein de trucs, mais bon, pour l'instant ça m'est pas arrivé. Donc non. Non, pour l'instant ça va, ça va. Mais c'est sûr que c'est important et que du coup ça prend du temps, hein. Ça me demande au moins 1-2 heures par jour, quoi. Ah ouais, c'est intense, quoi. Ouais, c'est intense. Et aussi, non, j'ajoute pour être complètement honnête que toute ma vie j'ai voulu être plus mince. Donc voilà, je me disais bah ouais, voilà, c'est pas beau comment je suis, tout ça. J'ai du ventre, je suis enfin voilà, je suis ronde, quoi. Et donc du coup, j'ai fait beaucoup de sport pour maigrir, ça n'a jamais marché. En fait, mais du coup maintenant, j'ai un corps de meuf ronde très musclée. Voilà, mais j'aime bien. Je me sens très solide, voilà. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que toute ma vie, j'ai fait énormément de trucs pour maigrir. Rien n'a marché.
mais ça m'a appris des tonnes de trucs. Genre, j'ai appris à bien cuisiner, j'ai appris à faire du yoga, ça m'a fait faire de la randonnée, ça m'a fait apprendre à faire des massages, ça m'a fait, genre vraiment, à chaque fois j'étais là, ah ouais, là du coup c'est bon, ça va marcher, je vais maigrir, jamais de la vie, genre j'ai jamais été mince, mais j'ai appris plein de trucs sur le chemin, voilà. Donc il fallait Je pas pense même maigrir, que ça mais m'a faire rendu... plein de trucs. Et Ouais, voilà. Mais et je pense même que ça m'a rendu féministe. Ouais. aujourd'hui, ça va, tu t'en fous. Tout ce qui est conneries, régime, tout ça, ça t'intéresse plus du tout. Ah non, ça prend vachement de place, tu sais, même Mm. moi avec mon métier d'image. Tu vois, quand je passe à la télé, je me sens hyper mal. Enfin, c'est difficile, quoi. Tu vois, j'essaye de, voilà, mais c'est ambivalent. Faut faire avec ça, voilà. C'est pas grave. Enfin, je suis pas du tout malade. Je suis en très bonne santé. C'est pas. C'est vrai que Mais la caméra et ça. l'image, c'est impressionnant Ouais. comme à force de te voir, tu finis par complexer et tu dois faire hyper attention. Enfin, moi, je sais que j'y fais attention, quoi, à pas tomber dans des travers non, mais faut que je sois plus ci, faut que je sois plus ça, faut que je sois plus maigre. Imagine, c'est une meuf. Ouais, carrément. Quand t'as toutes ces injonctions en tête, c'est un cauchemar, quoi. Vraiment un Ouais. cauchemar. Et je voulais, Attends, je vois que c'est la fin. Ouais, parce qu'il nous reste 4 minutes. Vas-y. je te pose une dernière Moi. question, du coup. C'était par rapport, du coup, au yoga. Le yoga, c'est quand même pas que un sport, c'est aussi une pratique dans laquelle il y a Bien une sûr. forme de spiritualité qui a une certaine importance. Et je trouve que la spiritualité, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui pave un peu ton parcours. T'as été en pensionnat catholique du coup jusqu'à tes 10 ans. J'ai vu qu'en 2005, quand t'avais 16 ans, t'as fait un pèlerinage à Cologne pour voir le pape Benoît XVI. Même si tu te C'est vrai. considères pas pratiquante à ce moment-là, c'est quand même voilà un haut lieu religieux et on va pas par hasard voir le pape Benoît XVI, tu vois. Non. Donc je me demandais un peu la place qu'occupait la spiritualité dans ta vie, qu'elle soit religieuse ou pas. Ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. En vrai, c'était aussi parce que c'était l'horreur à la maison cet été-là et que j'étais là, bon, je veux aller, j'avais 15 ans, tu vois, j'étais là, je veux aller voir des jeunes. Enfin, les JMJ quand même, c'est des millions de jeunes. C'est quoi Donc c'est une JMJ? grosse C'est tête. jeunesse, Journée mondiale de la jeunesse. journée mondiale de la jeunesse, d'accord. Et c'est catholique, c'est ça? Délire. C'est hyper catholique, mais genre, t'as des jeunes qui viennent de partout dans le monde, il y a des délégations qui viennent d'Afrique, d'Amérique du Sud et tout, donc moi, j'ai pas eu de sommet altermondialiste, mais j'avais les GMJ, tu vois. Je me disais, bon, je sais pas. Par ailleurs, il y a des cathos de gauche, hein. Et donc, en fait, aujourd'hui, je suis pas pratiquante, mais la spiritualité a une place dans ma vie au sens où quelle place je peux décrire. Bah, déjà, ça m'arrive de prier, mais aussi, je pense que ça a très fortement influencé ma morale, en fait, et l'éthique, et le sens de, je sais pas, la façon dont je dirige ma vie quand même. Ça reste. Enfin, je sais pas, je pourrais pas imaginer une vie consacrée à l'accumulation matérielle et au plaisir, tu vois. Hmm. Ça aurait aucun sens pour moi. Donc ma spiritualité, elle est mêlée de politique. C'est-à-dire, en fait, je suis de gauche, je m'engage, j'essaye de, voilà, parce que je veux vivre une vie juste. Parce que bah, je me sens reliée à l'humanité, je me sens reliée aux générations futures, à celles qui, je me sens un devoir en fait par rapport aux générations précédentes, notamment aux générations de militantes, à celles qui ont fait que je puisse vivre cette vie là de femme qui est pas battue, qui est pas mariée de force, qui a pas, enfin tout ça, enfin ça compte pour moi en fait. C'est un sens à la vie et pour moi c'est ça la spiritualité en fait. Et aussi d'essayer d'être ça, c'est relié pour moi au merveilleux, en fait. Voilà, au merveilleux au sens de l'émerveillement devant la beauté de toutes les créatures vivantes, de tout ce qui existe devant voilà, la beauté de la vie et son mystère. Voilà, c'est Hmm. ça. Mais c'est pas relié à une religion en particulier. C'est relié à ma pratique du yoga parce que le yoga, c'est la pratique de l'instant présent, donc d'être présent dans ton corps, ici, maintenant, dans ton souffle. Et ça, c'est la base de la spiritualité. Mais toutes les spiritualités m'intéressent beaucoup. C'est pour ça que je fais aussi des retraites, je fais aussi des choses comme ça, mais pas la religion, quoi. Hmm. Et du coup, quand tu pries qui? C'est Dieu, c'est quoi? C'est Non, non, moi je prie pas Dieu. Enfin, ça dépend. En fait, par exemple, je vais souvent dans les églises aussi parce que c'est des endroits calmes dans la ville. Et je peux aussi prier. En fait, c'est une image. Tu peux prier devant Ganesh, tu peux prier devant la Vierge Marie, tu peux prier devant des saints, tu peux prier, tu vois. Mais j'imagine pas qu'ils existent quelque part et qu'ils m'écoutent, tu vois. C'est pas ça. En fait, ce qui compte dans la prière, c'est l'intention. Donc je dis pas Vierge Marie, donnez-moi ceci ou cela, tu vois. Hmm.
Mais, mais je, voilà, c'est de se poser. En fait, la prière, c'est se poser pour sentir très fort une intention. Voilà. Mais bon, tu vois, il y en a qui font comment ils appellent ça? Des manifestations, là. Hein. Tu sais, ils disent, ils manifestent des trucs. Ah, je connais pas du tout. Ils Ah si, manifestent? c'est un délire. Ah oui, oui, peut-être qu'ils connaissent sur le chat, tu sais, ceux qui manifestent. Mais eux, ils manifestent en général, ils veulent une voiture, ils veulent je sais pas quoi, donc tu sais, ils pensent très fort à ça, ils ont des images de ce qu'ils veulent et ça va arriver. C'est le Ah, nouveau c'est genre truc une espèce de pensée magique. Si j'y pense Oui, fort, c'est ça ça. arrivera. Ouais, Exactement, mais ils croient à fond. Ah non, t'as plein de tutos sur ça, c'est tout un délire, hein, les trucs de comment tu manifestes l'argent et tout. Ouais, c'est l'horreur voilà, Ah c'est ouais, vraiment mais là, tu l'absurde. rentres dans la dérive bizarre. Je pense, tu sais, le New Age un peu flippant. Tu sais, des gens qui te disent. Oui, j'avais un truc qui s'appelait dans le yoga, qui s'appelait, je crois, le yoga du rire et tout. Tu sais, les gens qui disaient oui. Ouais, Si tu crois très fort, nanani, nanana, puis ça finit par devenir, bon, si t'as un cancer, c'est ta faute, parce que t'as pas été assez oui, positif dans la vie, c'est ça, tu vois. bien sûr. C'est là où moi, je pense qu'on atteint, tu vois, les limites du bail, un peu. Ah, c'est sûr, totalement. Par contre, le yoga du rire, ça peut être vraiment très fun. C'est vraiment cool parce qu'en vrai, ouais, c'est vraiment cool. Je l'ai fait une fois à New York avec mon meilleur ami. Enfin, c'est hilarant. Enfin, c'est fait pour ça. En fait, c'est fait pour que pendant 1 heure tu rigoles Ah à oui, non, un pardon, j'ai mal. confondu, c'est le yoga du cœur, c'était pas le yoga du rire, c'est pas la même Ah chose. oui, d'accord. Mais je Ouais, crois que c'est un ok. vrai groupe où il y a eu des dérives sectaires, des trucs comme ça, mais là, c'est pas le même sujet. Je suis pas spécialiste, hein, je dis ça comme ça, parce que ça m'y a fait penser, j'avais lu un truc là-dessus il y a quelques temps. Oui, le yoga du rire, c'est le truc où tu te fais rire et du coup, tout le monde rigole et tout. À voir, c'est trop bizarre. C'est hilarant. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Victoire, c'était très gentil de répondre à nos questions. Juste rapidement, est-ce que tu aurais une chanson feel good, un truc que t'aimes bien écouter en ce moment à nous conseiller? Ah oui, j'ai oublié de parler de ça, mais donc déjà j'ai une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner si vous voulez. J'envoie un mail par mois. Enfin, c'est un peu aléatoire et tout, mais je raconte ce qui me bouleverse. Ça s'appelle Renverser la table. Vous tapez Renverser la table. C'est un bon nom de podcast aussi d'ailleurs, mais voilà. Et dedans, je mets beaucoup de musique parce que j'écoute tout le temps de la musique. Et donc, il y a une playlist. Si vous allez sur mon profil Spotify, il y a une playlist où j'ai mis genre mes 500 morceaux préférés. Euh, si on doit partir avec une chanson là, je dirais la chanson I Got Life de Nina Simone. Voilà, où voilà, elle parle de beaucoup de choses dont on a parlé là. Et elle dit, et c'est aussi une ode à être dans son corps, à célébrer ce qu'on a, ce qu'on est et comment on se bat et à être vivante. Voilà. Puis Nina Simone, ça rate jamais. Bah, C'est voilà, exactement. C'est toujours toujours bien. Mais c'est incroyable. vrai, tu peux pas trouver, genre, vraiment, il y a 70 albums qui existent, tout est bien. En fait, tout c'est, voilà, tu mets n'importe quoi, tout est bien. Je suis 100% d'accord. Bah, un énorme merci Victoire, c'est très gentil à toi d'avoir été avec nous et d'avoir été aussi sincère. Au plaisir de refaire quelque chose à l'occasion. Bah oui, parce qu'on était quand même censé discuter du fascisme et des hommes et tout. Donc, moi, je m'étais préparée à dire des trucs. Donc, quand vous voulez, si ça vous intéresse. Eh ben écoutez, si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on le fera avec grand plaisir. Merci Victoire d'avoir été avec nous. Je vais te laisser tout simplement raccrocher l'appel Discord et puis à la prochaine. Hein. Et j'y vais, je suis en retard comme d'habitude. Salut, merci à tous et merci pour votre présence et merci Mathieu pour tes questions. À Avec bientôt. plaisir. Ciao. Ciao.